Guerre d'influence régionale et appui géopolitique. L'Inde mise sur des alliances avec les États-Unis, le Japon, l'Australie, renforçant ses positions diplomatiques face à la Chine et indirectement face au Pakistan. Le Pakistan, quant à lui, reste intégré au giron stratégique chinois via la China-Pakistan Economic Corridor, ce qui lui assure un levier logistique et financier majeur. Mais cette dépendance accroît aussi sa vulnérabilité à toute pression sur Pékin. L'évolution contemporaine ne mène pas à une guerre frontale, mais à un conflit hybride, permanent, où chaque domaine, qu'elle soit militaire, économique, numérique ou diplomatique, devient un front à part entière. Ce modèle de confrontation a deux conséquences directes. De 1. Il brouille la ligne entre guerre et paix, ce qui rend chaque crise plus difficile à désamorcer. 2. Il accroît la sophistication stratégique requise, car la simple force brute ne suffit plus. Chaque mouvement doit intégrer des paramètres techniques, sociaux et psychologiques. Le conflit comme outil de contrôle social, mécanisme de diversion et de légitimation. Autant en Inde qu'au Pakistan, le conflit bilatéral est instrumentalisé par les élites politiques pour détourner l'attention des tensions sociales internes. En Inde, le nationalisme hindou, promu par le BJP, se sert des tensions avec le Pakistan pour consolider une identité collective autour de la menace extérieure. Chaque attaque ou affrontement alimente les discours de fermeté, justifiant des politiques sécuritaires de plus en plus intrusifs, notamment au Cachemire. Quant au Pakistan, l'armée, pilier central de l'État profond, conserve sa primauté politique en se basant comme gardienne de la nation face à l'Inde. Ce récit entretenu depuis l'indépendance justifie son budget colossal et sa mainmise sur l'économie. Ainsi, le conflit n'est pas qu'une réalité géopolitique, mais une ressource politique permanente, recyclée à chaque crise intérieure. Radicalisation identitaire et polarisation religieuse. Les tensions prolongées avec l'ennemi voisins ont alimenté une radicalisation interne des populations dans les deux pays, souvent instrumentalisée par des groupes extrémistes. En Inde, comme nous l'avons dit précédemment, la montée de l'Hindutva, qui est une idéologie de suprématie hindoue, se nourrit d'un narratif selon lequel les musulmans soupçonnés de loyauté pakistanaise seraient des éléments étrangers ou menaçants. Cela crée une fracture communautaire croissante, visible dans les pogroms, discrimination légale, loi sur la citoyenneté en 2019 et discours anti-musulmans. Quant au Pakistan, les minorités religieuses, qu'elles soient hindoues, chiites ou chrétiennes, sont régulièrement accusées de collusion avec l'Inde, ce qui alimente un climat d'hostilité et d'exclusion. Des groupes islamistes, parfois tolérés voire soutenus par l'État, prospèrent sur cette haine entretenue. Dans les deux cas, la guerre extérieure nourrit une guerre intérieure, invisible mais destructrice. Fragmentation sociale et fatigue des populations civiles. Malgré la rhétorique patriotique, une lassitude massive traverse les sociétés civiles, surtout chez les jeunes générations. Notamment au Cachemire, les populations vivent sous un état de siège permanent, avec coupure d'internet, surveillance militaire et absence de liberté fondamentale. La jeunesse est en rupture complète avec l'État central, quel qu'il soit. Au Pakistan, la guerre permanente affecte l'économie et l'éducation. Des régions comme le Balochistan ou le Khyber Pakhtunkhwa, historiquement instables, voient la jeunesse osciller entre résignation, immigration ou radicalisation. En Inde, l'instrumentalisation du conflit comme outil électoral n'efface pas les problèmes socio-économiques. Que ça soit chômage, inégalité ou crise agricole, et un rejet croissant des narratifs guerriers s'observe dans certaines couches urbaines et intellectuelles. On assiste donc à une forme de fatigue géopolitique où la guerre ne suscite plus de ferveur, mais une indifférence lassée ou une colère silencieuse.
Guerre de l'éducation, guerre des récits. Les systèmes éducatifs des deux pays enseignent une histoire profondément antagonique, biaisée, souvent falsifiée. En Inde, les manuels scolaires écrivent la partition comme une trahison pakistanaise et comme étant les violences commises par les milices hindoues. Au Pakistan, l'Inde est présentée comme une ennemie héréditaire, expansionniste, anti-musulmane, et les figures de la partition comme Jinnah sont idéalisées au point d'occulter la complexité historique. Ce lavage idéologique nourrit une incompréhension systémique, empêchant toute forme de réconciliation future. Le conflit devient un élément constitutif de l'identité nationale gravée dès l'enfance. Surveillance, répression et réduction des espaces démocratiques. La prolongation du conflit a permis à chacun des deux États de renforcer l'appareil répressif sous couvert de sécurité nationale. Nous avons la censure numérique, arrestation arbitraire, surveillance de masse. Ces pratiques sont devenues la norme, en particulier dans les zones dites sensibles. L'Inde, autrefois considérée comme la plus grande démocratie du monde, glisse vers une démocratie illibérale, où les opposants au récit nationaliste sont traités en traîtres potentiels. Le Pakistan, déjà habitué à une gouvernance militaire de l'ombre, voit sa presse muselée, ses juges intimidés et sa population sous le joug d'un appareil de sécurité opaque. Le conflit extérieur devient ainsi un prétexte pour neutraliser toute dissidence intérieure. Entre mémoire et manipulation, le théâtre des ombres dans le conflit indo-pakistanais. Le Cachemire n'est pas qu'une région, c'est un héritage idéologique non digéré. Depuis 1947, son statut incarne une blessure existentielle pour le Pakistan, censé accueillir tous les musulmans du sous-continent, et une question d'intégrité territoriale sacrée pour l'Inde. Cette opposition repose sur des récits fondamentaux irréconciliables, nourris par les mémoires fantômes. Une transmission intergénérationnelle de douleur, de trahison et d'humiliation. Depuis les années 1990, l'insurrection au Cachemire a changé de nature. D'un soulèvement local, elle est devenue un terrain de guerre par procuration, où les services secrets pakistanais, ISI et l'armée indienne mènent une guerre asymétrique. C'est ici que commence le théâtre des ombres. Un conflit public masquant des luttes secrètes, sabotage, désinformation et double jeu stratégique. En 2019, la révocation de l'autonomie du Cachemire par Modi, abrogation de l'article 370, a redéfini la donne. Côté indien, l'acte est présenté comme une normalisation. Côté pakistanais, c'est une provocation ultime. Depuis la région vit sous un régime de surveillance technologique, d'arrestations massives et de militarisation accrue, où la violence douce règne. Que ce soit la censure, les coupures d'internet, la disparition judiciaire remplace parfois la guerre ouverte. Cette grille révèle un point existentiel. Les intérêts stratégiques sont devenus otages des symboles émotionnels. Le résultat est que même des concessions raisonnables sont impossibles, car elles seraient perçues comme une trahison mémorielle. Quant aux alliés, notamment la Chine, qui est un soutien tacite au Pakistan, surtout pour contenir l'Inde dans la région. Les États-Unis jouent un double jeu, vendant des armes aux deux camps, tout en se disant médiateur. Et la Russie, traditionnellement proche de l'Inde, comme nous l'avons dit, mais toujours désormais plus pragmatique. Les acteurs non étatiques, comme le groupe islamiste pakistanais, Lachkar-e-Taiba Jaish-e-Mohammed, instrumentalisé à des fins géopolitiques, puis difficilement contrôlable. Dans la diaspora, en particulier au Royaume-Uni, comme nous l'avons dit, influencent les récits publics et les financements. Les entreprises de défense bénéficiaires de l'escalade permanente. La question qu'on devrait se poser, c'est qui a intérêt à ce que le conflit ne se résolve jamais? Guerre de l'information, propagande, dissimulation, récit. Le prisme des médias indiens et pakistanais est faussé par l'effet miroir déformant. Chaque camp accuse l'autre des pires crimes, amplifie ses propres douleurs et efface les zones grises. Le Cachemire devient un écran sur lequel les gouvernements projettent leur récit idéal. Les faits sont que des civils sont tués chaque semaine,
Et l'interprétation pour l'Inde, ce sont juste des terroristes à éliminer. Pour le Pakistan, ce sont des martyrs résistants. L'échelle de la violence couvre la pauvreté, les restrictions éducatives, les déplacements de population peu visibles mais dévastateurs. Et les potentiels qui sont inexploités, c'est la coopération sur l'eau, le tourisme, le commerce transfrontalier. L'échec est que tous les dialogues officiels finissent par s'effondrer car les bénéfices mutuels sont perçus comme des faiblesses politiques. Imaginons une rencontre secrète à Istanbul entre un ancien général et intellectuel des deux pays, organisée par un institut neutre objectif. L'objectif est d'établir une trêve symbolique, un moratoire sur les déclarations hostiles pendant un an. Imaginons un dialogue simulé entre les deux. Nous savons que le terrorisme nous a aussi affaiblis. Mais arrêtez de criminaliser chaque Cachemiri, du côté pakistanais. Et côté indien, nous savons que la répression alimente la haine, mais cessez d'utiliser les mosquées pour incuber la violence. Ce genre de diplomatie informelle souvent méprisée a pourtant évité des guerres, mais elle nécessite du courage politique absent dans un climat électoral permanent. La dissuasion nucléaire, psychologique de la terreur mutuelle et blocage stratégique. L'arme nucléaire en Asie du Sud est l'aboutissement d'un long processus d'humiliation post-coloniale. L'Inde, qui est pionnière avec ses essais de 1974, le Smiling Buddha voulait prouver son autonomie technologique face à l'Occident et à la Chine. Le Pakistan, en réponse, a développé en secret son propre programme, porté dans une logique de parité stratégique. Ce cycle est l'archéologie du prestige militaire, où la bombe est un substitut à une reconnaissance internationale refusée. Depuis les essais simultanés de 1998, les deux pays se sont enfermés dans une doctrine de dissuasion instable. Contrairement au modèle soviéto-américain, l'Inde et le Pakistan sont géographiquement proches, sans système de communication de crise robuste. La logique est celle d'un double corps stratégique, dont le corps est visible, doctrine officielle, traité, menace calculée, et le corps caché, des informations, posture, politique intérieure, démonstration de virilité militaire. À chaque crise, qu'elle soit Kargil, Pulwama, Uri, la menace nucléaire est instrumentalisée médiatiquement. Des missiles sont testés, des vidéos de convois nucléaires fuitent volontairement. Il s'agit moins de préparer une frappe que de saturer l'espace mental de l'ennemi. Dans un jeu de théâtre psychologique où l'arme n'est pas utilisée mais toujours visible, une ombre portée permanente. Dans cette grille, nous voyons la possession nucléaire, interdit tout conflit, mais autorise les affrontements limités. Cela crée un paradoxe. L'arme ultime légitime les provocations tactiques en toute impunité. Comme nous l'avons dit, la Chine est un soutien discrètement le Pakistan nucléaire pour équilibrer l'Inde. Les États-Unis utilisent la crainte d'un conflit nucléaire comme levier diplomatique, tout en fermant les yeux sur la prolifération passée. Et Israël indirectement coopère secrètement sur la doctrine de frappe préventive, notamment côté indien. Les acteurs non étatiques sur ce sujet sont les cyber-militants patriotiques propageant des vidéos de simulation nucléaire, augmentant la peur sans responsabilité directe. Le think tanks de Washington ou Londres, souvent perçus comme neutres, ils participent en réalité à orienter les récits dominants. Industrie de défense privée, investie dans le système balistique, renforçant l'idée que la guerre froide sud-asiatique est une niche rentable. Question qu'on devrait se poser là aussi, qui contrôle le seuil psychologique d'acceptabilité de l'usage nucléaire. Échelle de la violence structurelle nucléaire, la guerre des populations. La bombe n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour empêcher de vivre normalement. Elle produit une violence psychologique permanente, une peur structurelle intériorisée dans des villes ciblées potentielles, que ce soit Delhi, Karachi ou Islamabad. Cette violence douce est une simulation de guerre à la télévision, discours politique évoquant l'effacement de l'ennemi. Culture populaire, glorifiant la destruction mutuelle, que ce soit les films, jeux vidéo ou séries, et l'éducation des enfants dans un climat de naine normalisé. Et les victimes invisibles habitant des zones frontalières, vivant en alerte constante, survivant des essais nucléaires de 1998 exposés aux radiations, et personnes ayant développé des troubles anxieux dans les villes visées. L'échec est que l'arme empêche la paix car elle rend tout compromis inutile. Le potentiel inexploité est que la coopération en matière de sécurité nucléaire, surveillance mutuelle, doctrine commune d'alerte est inexploitée.
Le message est que la peur mutuelle est entretenue, non atténuée, elle est devenue un outil de pouvoir intérieur. Nous allons faire un dialogue similé. L'objectif est créer une ligne directe anonyme entre un scientifique en cas de fausse alerte ou accident. Côté indien, si un sous-marin pakistanais se déplace trop près de notre côte, nous devons pouvoir vous alerter sans escalade. Côté pakistanais, et si un satellite détecte faussement une frappe indienne, nous devons pouvoir le vérifier avant de le lancer. Le protocole est si un général zélé, un cyberattaque ou une erreur de calcul provoquait un lancement. Qui prendrait la responsabilité? Qui désamorcerait la machine? Les explorations contrefactuelles. Et si l'arme nucléaire avait été bannie en Asie du Sud? La première hypothèse est que sans dissuasion, la guerre de Kargil aurait pu dégénérer en conflit total. L'hypothèse 2 est que sans l'arme, les pressions internationales auraient forcé une solution au Cachemire dans les années 2000. L'hypothèse 3 est que l'absence de la bombe aurait favorisé des coalitions économiques plus fortes à l'image de l'ASEAN. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo dans son entièreté. Nous nous retrouverons pour la suite. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Merci bien.